toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. Commençons tout de suite par les actualités sociales. Selon les déclarations du deuxième adjoint du maire d'Antananarivo-Vuitch, 10 520 mètres carrés de route de la capitale nécessitent actuellement des travaux de réhabilitation. La dégradation des chaussées figure parmi les principales causes des embouteillages observés ces derniers temps. Face à cette situation, la commune urbaine d'Antananarivo appelle à la collaboration des entreprises de travaux publics afin de résoudre rapidement ce problème de la circulation. Les détails sur les images de Nzar Ranjiansou. Les embouteillages se sont fortement intensifiés ces 2 à 3 derniers mois à Antananarivo et de ses environs. En cause, l'augmentation du nombre de véhicules, les taxis stationnant n'importe où, la circulation des charrettes à des heures inappropriées, mais surtout l'état très dégradé des routes. Selon le deuxième adjoint au maire de la commune urbaine d'Antananarivo, Tanteli Ranuelzon, une superficie totale de 10 520 mètres carrés de route doit être réparée à travers les 6 arrondissements de la capitale. Cependant, la commune ne dispose pas actuellement des moyens financiers nécessaires pour entreprendre ces travaux. Elle lance ainsi un appel à la collaboration des partenaires et des entreprises spécialisées afin d'accélérer les réparations. Depuis une dizaine de jours, une brigade spéciale a été mise en place par la commune pour surveiller et fluidifier la circulation sur les axes les plus fréquentés. Cette initiative se fait en collaboration avec la police de la circulation et la police municipale. Et puis, le nombre de sinistrés à Madagascar suite au passage du cyclone Fiti s'élève désormais à 82 049, selon le rapport provisoire publié ce matin par le BNGRC. 38 districts et 9 régions ont été touchés par ce phénomène. Les détails avec Fanjesen Amirai. Le bilan du cyclone Fiti continue de s'alourdir. On dénombre à ce jour 12 décès, 7 blessés, et 82 049 personnes sinistrées dans tout le pays. Au total, 38 districts répartis dans 9 régions ont été impactés, notamment Bouéni, Analamang, Melak, Sofia, Vaknakarach, Betzbouk, Atsnanan, Alochamangour et Itassi. 35 063 personnes issues de 8 925 ménages ont été déplacées dans 59 sites d'hébergement. Si 10 722 personnes ont trouvé refuge auprès de leur famille ou des proches. Sur le plan matériel, 14 485 habitations ont été inondées, 2 212 maisons ont subi des dégâts, tandis que 2058 ont été totalement détruites. Le secteur éducatif n'a pas été épargné. 170 salles de classe ont été partiellement endommagées, 99 ont été partiellement détruites et 224 salles de classe ont été complètement détruites. Les infrastructures sanitaires ont également subi d'importants dégâts. 3 CSB1 ont été endommagés, 4 CSB1 détruits, 8 CSB2 ont été endommagés et 5 CSB2 entièrement détruits. Et toujours dans ce contexte, au total, 994 ménages ont été touchés dans le district d'Ambatubuen après le passage du cyclone Fiti. Une première assistance destinée à 800 ménages est déjà arrivée sur place. Les 140 ménages sinistrés hébergés au Chanpuknul Ambatubuen ont été les premiers bénéficiaires de l'aide du BNGRC distribuée le mardi 3 février dernier. Hier, une aide financière de 20 000 ariars par famille a également été distribuée à 121 ménages classés vulnérables dans la commune d'Ambatubuen. C'est Nran Irlande pour plus de détails. 4 communes du district ont été particulièrement touchées par le passage du cyclone Fiti. Il s'agit des communes de Sitapik, Ankrij, Madirovalu et Ambatubuen qui bénéficient actuellement des aides destinées à la reconstruction et au relèvement. Le BNGRC, en collaboration avec le CDRC-CO, a entamé la distribution des aides mardi dernier auprès des 140 ménages sinistrés hébergés au Chanpuknul Ambatubuen. Chaque famille a reçu 12,5 kg de riz, 2,5 kg de légumineuses, ainsi qu'1 litre d'huile.
Hier, la distribution d'une enveloppe globale de 2 millions d'ariars a débuté au profit des familles les plus durement touchées par le cyclone. Chaque ménage a ainsi reçu 20 000 ariars. Pour la commune urbaine d'Ambatoubouen, 121 ménages ont été concernés par cette aide financière. Les autorités locales, en collaboration avec le CDRCCO et le BNGRC, prévoient également de distribuer des aides dans les 5 autres communes restantes, moins impactées par le cyclone, afin d'assurer une répartition équitable de l'assistance. À noter que 994 ménages répartis dans 9 communes du district d'Ambatoubouen ont été affectés par le passage du cyclone Fiti. Et dans le domaine des éducations, selon les enseignants, 60% du programme scolaire ont déjà été réalisés à ce stade de l'année. Les établissements s'efforcent d'achever l'ensemble des leçons durant ce deuxième trimestre, notamment pour les classes d'examen. Les écoles sont également entrées dans la phase de préparation aux examens. Le programme scolaire est désormais à mi-parcours. En ce mois de février, le taux d'avancement du programme atteint déjà entre 55 et 60%. La semaine du 16 février sera consacrée aux évaluations, suivie par la célébration de la journée de l'école. Pour les classes d'examen, les préparatifs sont déjà bien engagés. Les établissements, en collaboration avec les parents, s'organisent pour finaliser l'ensemble des dossiers nécessaires. Ce jour, une célébration œcuménique a été organisée par cet établissement à l'église FGM d'Antanet afin de rendre grâce pour la nouvelle année et pour la bonne continuité de l'année scolaire. Santé à présent, 5 nouveaux cas confirmés de Mpox ont été enregistrés hier. 2 cas ont été détectés à Mbans et un cas chacun à Bealan, à Fianarantsu et à Antananarivo. Le nombre de cas suspects s'est élevé à 15 hier, selon les statistiques publiées aujourd'hui par le ministère de la Santé publique. Le point avec Natera Koutmav. 5 nouveaux cas confirmés de Mpox ont été recensés à Madagascar hier 5 février 2026. Parmi les cas confirmés, 2 ont été détectés à Mbans et un cas a été identifié à Bealanan, à Fenarantsu et à Antananarivo en Simjan. 15 cas suspects ont été également signalés. Par ailleurs, 2 patients ont été déclarés guéris hier. Au total, 145 personnes ont guéri de la maladie. En considérant l'ensemble des cas recensés depuis le 18 décembre 2025 jusqu'au 5 février 2026, 688 cas ont été notifiés, dont 250 cas confirmés et 235 cas suspects. À ce jour, aucun décès lié au Mpox n'a été enregistré à Madagascar. Et en économie, environ 14 kilos d'or ont été saisis alors qu'ils allaient être exportés illicitement entre le mois de décembre et le mois de janvier dernier à l'aéroport Ivatu, selon les informations. Outre l'or, d'autres richesses nationales telles que les pierres précieuses, les devises et les stupéfiants ont également été interceptés par les forces de l'ordre et les douanes. Face à cette situation, la douane et le ministère de l'économie et des finances renforcent la lutte contre la fraude et l'exportation illicite des richesses nationales d'après les informations. Toujours un reportage signé Natera Koutmav. La douane malagasy, en collaboration avec les responsables de la sécurité des frontières et de la lutte contre la fraude, poursuivent leurs actions contre la fraude économique et l'exportation illicite. Selon les statistiques, entre janvier 2025 et janvier dernier, plusieurs tentatives d'exportation illicite d'or, de pierres précieuses, de devises ainsi que de stupéfiants ont eu lieu. Entre décembre 2025 et janvier 2026, 13,931 kg d'or destinés à l'exportation illicite ont été saisis, dont 5,160 kg interceptés par les douanes au cours du mois de janvier dernier. Concernant les pierres précieuses, 77,3 grammes ont été saisis entre janvier et septembre 2025 et plus de 2 kg au mois de novembre 2025. Pour les devises étrangères, entre janvier et octobre 2025, les saisies ont atteint 36 315 € et 7 211 $ américains. Durant les mois de novembre et décembre 2025, 5 863 $ américains et 69 000 € ont également été saisis.
Au mois de décembre, les douanes ont aussi intercepté 3 kilos de cocaïne et 5,5 kilos de hashish. Parmi les mesures prises pour lutter contre les trafics et renforcer la sécurité aux frontières, des équipements technologiques installés par la NAF ont été déployés à l'aéroport afin de renforcer le contrôle et l'inspection des passagers et des bagages sur les vols internationaux. En politique, le retour à l'ordre constitutionnel reste l'unique voie pour permettre à Madagascar de sortir de la crise politique actuelle, selon la communauté internationale. Celle-ci exige la tenue d'élections dans un délai de 24 mois, soit 2 ans, condition indispensable avant d'envisager la levée des sanctions qui pèsent sur le pays. Par ailleurs, les partenaires internationaux de Madagascar réclament davantage de transparence dans la gestion des finances publiques. Jean-Claude Ndjamalal. La pression internationale s'intensifie sur Madagascar. La communauté internationale multiplie les appels en faveur d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Selon ces récentes déclarations, le pays ne bénéficie toujours pas d'une reconnaissance internationale depuis le départ du président Andradjoel du pouvoir. La SADC, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, ainsi que les Nations unies, s'accordent sur un même point. L'organisation d'élections dans un délai de 24 mois est indispensable pour rétablir l'ordre constitutionnel et les fondements démocratiques du pays. Il s'agit, selon eux, de la seule voie permettant à Madagascar de retrouver une reconnaissance internationale. Ces prises de position, majeures sur le plan diplomatique, ne peuvent être ignorées. L'histoire récente du pays, marquée par plusieurs périodes de transition, en témoigne. Il ne s'agit ni d'un simple rapport de force, ni d'une atteinte à la souveraineté nationale, mais d'un levier essentiel pour garantir la stabilité et préparer l'avenir du pays. Face aux crises politiques successives, le pouvoir en place ne peut, à lui seul, résoudre la situation. Le dialogue entre toutes les forces politiques demeure incontournable. Un consensus clair, porté par les différents acteurs politiques et présenté aux partenaires internationaux, est nécessaire avant d'engager des réformes et d'organiser des élections crédibles. Madagascar a déjà connu de tels processus en 1991, en 2001-2002 et en 2009. Dans ce contexte, la visite des émissaires de l'Union africaine auprès des détenus politiques, ainsi que le transfert de certains prisonniers, n'est pas anodine. Par ailleurs, les inquiétudes des partenaires internationaux concernant la gestion des finances publiques persistent. Elles ont été renforcées par des informations faisant état de multiples tentatives de pillage et de trafic des ressources nationales, notamment à l'aéroport d'Ivat entre décembre 2025 et janvier 2026. En résumé, la communauté internationale exprime une perte de confiance envers Madagascar. De nombreuses zones d'ombre subsistent, alimentant les préoccupations de ses partenaires. C'est dans ce contexte qu'ils insistent sur la tenue impérative d'élections dans un délai de 24 mois, condition préalable à toute éventuelle reconnaissance internationale. La scène culturelle s'anime ce week-end. Concerts, showcases et soirées musicales sont au programme. Tour d'horizon des rendez-vous à ne pas manquer. Direction le bypass Diavelou pour ouvrir cette soirée. Dès 18h, Boula Talent et Anjian investissent la scène pour une ambiance chaleureuse, mêlant musique et restauration au Ubuntu. À 21h, cap sur l'hôtel Panorama où Samuel retrouve son public pour une soirée très attendue. Du côté de Beorirk, le Piment Café ne désemplit pas. Lévé lui interprète ce soir les titres emblématiques qui ont marqué la carrière de cet artiste. À partir de 22h, les fans de Skaze ont rendez-vous à Bonarabé 67 hectares pour un showcase exclusif. Demain, place au rock avec Mach 4 au Mackay Lounge dès 20h30. Dati Tarabesson, de son côté, donne rendez-vous à ses admirateurs au Louvre Antanaren. Et pour clôturer le week-end en beauté, ce dimanche, la FLM Tanzumbat célèbre ses 25 ans. Un spectacle exceptionnel est prévu au Avourianous avec Riz Ramanatwan, Farakel et Elsie.
Musique, fêtes et spectacles rythmeront ainsi ce week-end, sans oublier les boîtes de nuit. Profitez-en avec modération. Dans les actualités internationales, des pourparlers ont débuté ce jour à Oman entre l'Iran et les États-Unis que Téhéran veut limiter à son programme nucléaire, Washington refusant d'exclure une action militaire en cas d'échec de la diplomatie. France 24. Pour l'Iran, c'est hors de question d'aborder d'autres sujets que le nucléaire, en particulier le programme balistique de Téhéran. Hier, la télévision d'État et les autres médias officiels ont publié des vidéos d'un nouveau missile plus puissant et plus destructeur que tous les autres que l'Iran avait jusqu'à maintenant, le missile Khorramshahr 4, qui a une tête explosive de 2 tonnes, et qui peut atteindre par exemple Israël en 10 minutes environ. Et l'adjoint du commandant en chef des gardiens de la Révolution chargé des affaires politiques, donc il y a de la Javani, a déclaré que le fait de montrer ce missile est un signal très clair aux États-Unis et aux pays occidentaux que l'Iran n'est pas prêt à discuter de son programme balistique et de ses capacités de défense militaire. Donc pas question de discuter de ces questions. En revanche, pour ce qui est du nucléaire, l'Iran pourrait être plus souple, par exemple faire baisser son niveau d'enrichissement d'uranium à un niveau civil et donner des assurances et des garanties sur le caractère pacifique de son programme. Et il y a 3 jours, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères n'a pas non plus rejeté l'idée d'envoyer à l'étranger le stock de 400 kg d'uranium enrichi à 60%, en affirmant que ce genre de questions étaient discutées au sein, dans les négociations et pas avant les négociations. Donc sur le nucléaire, l'Iran pourrait faire des concessions. Il y a par exemple, parmi les gens que j'ai interrogés, par exemple ceux qui disent que le moment a été très mal choisi par les États-Unis, donc d'entamer des négociations avec l'Iran sur le dossier nucléaire, après donc le mouvement de contestation et les très nombreuses victimes qu'on a connues, plusieurs milliers de morts, plusieurs milliers de blessés, des dizaines de milliers de personnes arrêtées. D'autres espèrent qu'il y aurait peut-être une amélioration de la situation économique. Il y a beaucoup de pression sur les classes les plus démunies et les classes moyennes. Les prix augmentent tous les jours et les gens n'arrivent plus à vivre normalement. Et puis, il y a ceux qui espéraient une intervention américaine durant les manifestations donc début janvier et espèrent toujours qu'il y aura une action militaire de la part des États-Unis pour peut-être relancer le mouvement de contestation. Mais ce qui est certain, c'est que tous ne croient pas, personne ne croit à un dénouement rapide, à une solution, à un accord rapide entre Iraniens et Américains. Et puis des observateurs militaires russes ont signalé une interruption des antennes de Starlink utilisées par Moscou sur le front de l'Ukraine après l'annonce par Elon Musk des mesures pour mettre fin à l'usage de cette technologie par le Kremlin. Selon Kiev, des drones russes utilisaient cette technologie pour contourner les systèmes de brouillage électronique et frapper les cibles avec une grande précision. France 24. L'armée russe, désormais dans le brouillard. Les terminaux Starlink utilisés par les forces de Moscou sur le champ de bataille ont bien été désactivés, selon les autorités ukrainiennes et les observateurs militaires proches du Kremlin. Les Starlink sont hors service. L'alternative, comme prévu, est lente et ne suivra pas. Seuls les appareils autorisés peuvent désormais bénéficier de la connexion, conséquence d'un accord entre les autorités ukrainiennes et l'entreprise d'Elon Musk. Le milliardaire encourage d'ailleurs les Ukrainiens à s'enregistrer au plus vite pour en profiter. Le blocage de Starlink peut être un tournant déterminant sur le front, car ces satellites permettaient aux forces de Moscou de contourner les systèmes de brouillage Internet et de piloter ces drones d'attaque à distance jusqu'à 100 km de profondeur. Le Kremlin accuse le coup. C'est notre talon d'Achille, m'avait confié un commandant expérimenté à propos de Starlink il y a longtemps. Il a alors déployé la fibre optique jusqu'au poste de commandement. J'espère qu'il n'est pas le seul à avoir eu cette prévoyance. Autre conséquence, l'isolement des troupes russes sur le terrain. Des unités d'assaut, notamment dans le secteur de Kupiansk, seraient privées de tout contact extérieur selon des blogueurs russes.
Déjà, plusieurs opérations d'assaut ont avorté, se félicitent les autorités ukrainiennes. Sans Starlink, quelle alternative pour le Kremlin? Probablement qu'une seule, selon les experts militaires, le déploiement de câbles à fibre optique sur le terrain. Un système bien plus complexe et coûteux à mettre en œuvre. Et enfin, pour terminer, plus de 3 mois après le spectaculaire vol de bijoux au Louvre, la couronne de l'impératrice Eugénie, abandonnée par les malfaiteurs dans leur fuite, va pouvoir bénéficier d'une restauration complète sans recours à la reconstitution ou à la restitution et retrouver son éclat d'antan, a annoncé le musée. France 24. C'est la première fois depuis le casse que l'on découvre la couronne de l'impératrice Eugénie. Écrasée, déformée. 4 branches d'émeraude et de diamants se sont désolidarisées. Les malfaiteurs ont abîmé le joyau lorsqu'ils l'ont extrait de sa vitrine. Puis un choc violent a endommagé un peu plus le précieux bijou. Mais 3 mois et demi après le spectaculaire cambriolage, le Louvre se veut rassurant. Si la forme de la couronne a été altérée, les éléments qui la composent sont quasiment tous encore présents. Sa complète restauration sera donc possible sans recours à la reconstitution ou à la restitution. Dans leur fuite, les malfaiteurs avaient laissé tomber la couronne au pied de la galerie Apollon. Conservée dans un premier temps par la police pour les besoins de l'enquête, elle a été restituée au département des objets d'art pour analyse. Pour cet expert en joaillerie, le travail de restauration s'annonce minutieux. Et là, en fait, on voit en fait que c'est des pièces qui sont indépendantes, que ça soit les palmettes ou les aigles. Et il faut juste, entre guillemets, juste refaire une vraie forme, faire attention au sertissage des diamants pour pouvoir remettre en forme donc les éléments latéraux et remettre au-dessus le globe avec la croix. Il va falloir peut-être l'analyser, il va falloir prendre du temps de dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait des techniques anciennes. Donc par exemple, si on a fait des soudures à l'étain, des techniques anciennes, est-ce qu'on fait des techniques modernes, des soudures au laser ou autres? Difficile d'évaluer le montant et le temps pour redonner à la couronne de l'impératrice Eugénie son éclat d'antan. Les autres bijoux dérobés et évalués à 88 millions d'euros n'ont toujours pas été retrouvés. C'est ce qui a mis un terme à cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.